Bonjour à tous, bienvenue sur le journal du télétravail de Vurt Électronique, donc pour cette nouvelle édition. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Donc moi je m'appelle Étienne, donc je suis ingénieur d'application en connectique et je présenterai du coup cette session. Donc moi je suis en télétravail, en home office, j'habite Marseille et je serai accompagné de mon collègue donc Alexandre qui sera le modérateur, qui travaille lui aussi en télétravail à Lyon et qui répondra à vos questions tout au long de la session. Donc la session va durer environ 30 minutes. Elle sera suivie d'une session donc de questions et réponses de 15 minutes si besoin. Et ensuite, donc, si vous avez besoin de plus d'informations, donc on pourra prendre un contact individuel avec vous, donc par email ou téléphone, par exemple si vous avez un projet particulier. Pour le confort de la présentation, donc votre microphone et votre webcam sont coupés. Il en va de même donc pour la fonctionnalité main levée, mais vous pouvez poser vos questions donc via l'interface que voici. Donc, à gauche, vous avez donc l'interface si vous utilisez un PC, donc c'est juste en dessous de l'audio, vous avez donc l'onglet questions. Et si vous utilisez donc une tablette, vous avez donc l'onglet de droite vous cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite. Voilà. Si toutefois on n'a pas répondu à toutes vos questions durant cette session, donc n'hésitez pas à nous envoyer un email sur isos-france@we-online.com ou à votre contact habituel, votre commercial, et on prendra donc contact avec vous au plus vite. À la fin du webinaire, donc vous aurez un petit formulaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le remplir, à donner votre avis, remarques, suggestions, pour même d'autres idées. Et enfin, donc toute cette session sera donc enregistrée et disponible en replay tout de suite après la diffusion. N'hésitez pas aussi à vous donc pour voir le replay, il faudra vous connecter sur le même lien sur lequel vous êtes inscrit pour assister à cette session. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à notre page LinkedIn pour suivre donc les prochains événements, donc des webinars et pendant le confinement et même après. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de courant et d'échauffement et par rapport au dimensionnement des connecteurs. Donc on va regarder un petit peu les courants nominaux qu'on va donner dans nos datasheets, quels échauffements donc sont liés à ces courants. On va regarder aussi un petit peu les limites, enfin on va aller au-delà des limites des connecteurs, pour voir un peu comment, fonctionne l'échauffement, et ensuite on parlera aussi donc de dimensionnement de câbles et puis de dissipation thermique donc autour du connecteur. Alors, le connecteur, donc il va se comporter comme, une résistance. Donc, finalement, un connecteur, à l'intérieur du connecteur, c'est un contact donc en laiton, donc qui va être à une température ambiante, T, et à partir du moment où vous faites passer donc du coup un courant, heu, par ce connecteur, la température donc va augmenter. On aura un échauffement. Et pendant toute cette session, donc on va parler de la différence entre donc attendez, excusez-moi, voilà, entre la température, donc une fois que vous faites passer le courant, et la température initiale, donc de delta T. Alors, si on fait passer du courant, et notamment si on s'approche par exemple du courant nominal et des températures maximales de la datasheet, la crainte des designers, c'est que éventuellement donc le connecteur donc chauffe de plus en plus et s'enflamme, et qu'on arrive du coup à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le connecteur a brûlé même la carte électronique, et du coup, c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Alors, on va faire plusieurs tests, on va le faire de manière expérimentale pour que vous puissiez voir un petit peu, comment ça se comporte. Donc le premier test, on va tester notre, connecteur donc qui s'appelle chez Vurt Électronique MPC3, donc c'est le Micro Power connecteur avec un pas de 3 millimètres. Donc c'est un connecteur que vous retrouvez sur le marché qui est assez standard. Donc c'est un connecteur d'alimentation qui a un courant nominal donc de 5 ampères et une température donc de fonctionnement maximale de 105°. On regarde au niveau du standard, c'est un connecteur qui est certifié selon le standard UL. Donc ça sera important pour la suite. Alors, on va le tester, donc du coup, comme c'est un courant nominal qui est quand même pas si important, on va pouvoir utiliser donc une alimentation de 50 ampères qu'on a dans notre labo, avec des câbles thermocouples pour faire des mesures précises, et on va aussi faire des mesures donc grâce à notre caméra thermique pour avoir aussi un visuel et puis plus de points de mesure de température. Au niveau des tests, donc les tests d'échauffement, c'est des tests qui sont normés. Donc c'est le standard EIA 364-70 qui le définit.
Donc, dans le cadre du MPC3, donc on a câblé un câble donc 20 WG, donc qui est dimensionné, qui correspond finalement à ce connecteur-là. Donc, au niveau du standard, en fait, on fait passer donc on branche donc du coup un câble donc avec une longueur de 20 cm. On va faire un montage en série, donc dans le premier contact. Après, on fait une boucle de 40 cm pour se connecter au contact donc du milieu, le contact central. On refait une boucle de 40 cm et après, avec les 20 cm, les derniers 20 cm, on va se rebrancher du coup à la ligne. Au niveau des câbles donc de thermocouple, on va les brancher donc sur la prise mâle et sur la prise femelle, donc sur le contact central, parce que c'est là où il y a le moins de dissipation thermique et du coup c'est là où on aura l'échauffement le plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc le premier test, on a mis donc 5 ampères et on observe un échauffement donc par rapport à la température ambiante donc qui est de 25 d'environ 24 degrés. Donc si on continue, donc là on est sur le courant nominal maximal de notre datasheet. Si on continue donc à augmenter, donc là on a doublé le courant, donc on est à 10 ampères au lieu de 5. Donc là ça chauffe quand même beaucoup plus. On arrive donc à 135 degrés. On voit que finalement l'échauffement principal va se situer donc à la jonction entre le contact mâle et le contact femelle, et en fait principalement donc au centre du connecteur. Et si on continue, donc cet échauffement va se renforcer donc au centre du connecteur. Donc là, on est à 13 ampères et on arrive à une température de 201 degrés donc, au maximum. Donc un échauffement, là, on est à 175 degrés par rapport à la température ambiante. Et on a continué, donc on s'est arrêté à 15 ampères parce que tout simplement, on a eu une coupure de contact, c'est-à-dire que l'isolant a fondu et finalement s'est mis entre le contact mâle et le contact femelle et on n'a pas pu finalement continuer l'expérience. Mais on est arrivé déjà à une température qui est de 250 degrés. Alors cette température de 250 degrés, en fait, elle correspond à quelque chose, elle correspond à la fusion du PA6, donc qui est le matériau de l'isolant de notre connecteur. Et quand on ouvre un peu ce connecteur donc fondu, on voit que principalement donc ça a chauffé comme on le disait au centre et que le matériau a quand même bien fondu. Ce qu'on peut observer, donc il y a plusieurs choses, donc en reprenant un peu les échauffements dont on a parlé juste avant, la première chose, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on pourra se rappeler pour la suite, c'est que l'échauffement donc avec le courant nominal donc de la datasheet de 5 ampères, il est de 25 degrés. Et que si on augmente ce courant, en fait, on voit qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'échauffement et le carré de l'intensité. Donc là, ça tombe bien parce que pour le MPC3, dans ce cas-là, le facteur il est de 1. Mais on voit que finalement, si on multiplie 5 par 5, on a 25, 10 par 10, 100, et 15 par 15, 225. Donc on arrive à notre formule que l'échauffement est égal et proportionnel au carré de l'intensité. Alors on va vérifier avec un deuxième test, donc c'est son grand frère, le MPC4, donc c'est le mini power connecteur avec un pas de 4,2 mm, donc qui est aussi un connecteur très standard sur le marché. Et celui-là, donc il a le même matériau, donc c'est PA66, donc il aura la même température de fusion, mais il a par contre un courant nominal un peu plus élevé, donc qui est de 9 ampères, et puis une température de fonctionnement qui est identique, c'est-à-dire 105 degrés. Alors quand on teste donc notre connecteur à température ambiante, donc avec une intensité du courant nominal, donc c'est 9 ampères, on arrive aussi à un échauffement de 25 degrés. Et du coup, on va, grâce à notre formule qu'on a vue juste à présent, estimer du coup l'intensité nécessaire pour avoir aussi une fusion du polyamide qui est à une température de 250 degrés. Donc, je vous montre le détail du calcul. Donc, on reprend notre formule. L'échauffement donc est proportionnel au carré d'intensité. Du coup, le K, on peut le déterminer en divisant donc l'échauffement de 25 par 9 au carré, ce qui fait 25 divisé par 81, c'est égal à 0,30. Donc on voit que le K, là, il est différent du MPC3 juste avant qui était de 1, parce que tout simplement, ce n'est pas les mêmes caractéristiques globales. Alors maintenant, grâce à cette formule, donc on va essayer de trouver le carré finalement de l'intensité qui permettra un échauffement jusqu'à la fusion du PA66.
Donc on divise notre nouvel échauffement donc, qui sera de 225, on le connaît parce que c'est celui nécessaire pour le PA66, et on le divise par ce 0,30, et on arrive à 750. Et si on fait la racine de 750, on arrive donc à 27,38 ampères. Donc notre hypothèse, c'est que à 27 ampères, le plastique va fondre comme c'était le cas pour les 15 ampères du MPC3. Alors on va faire des tests progressifs. Donc comme on sait qu'on a un peu de la marge, on va aller plus loin parce que visuellement, vous voyez, on est déjà à 24 ampères, donc on est à 2 fois et demi l'intensité donc du courant nominal, et visuellement, il se passe toujours rien. Et en fait, comme par magie, à 27 ampères, qu'est-ce qu'on observe? Donc on observe que le PA66 est en train de fondre. Je vous laisse apprécier donc la vidéo. Donc on voit, alors ce qui est intéressant à voir, c'est que donc le plastique est en train de fondre. Il y a un léger filet de fumée. L'isolant est en train un peu de changer de couleur, mais on est quand même à 250 degrés et il n'y a pas de départ de feu. On a même poussé donc le test en allant plus haut, on allait jusqu'à 35 ampères. Et en fait, mis à part continuer à fondre, il n'y avait toujours pas de départ de feu, ni de fumée plus que ça. Donc à 35 ampères, on arrive à une température qui est quand même de 400 degrés. Donc ça, c'est une fois qu'on a fini le test, on peut voir un peu le composant, donc comment il a été endommagé. Ce qui est intéressant donc, dans ce test, c'est de voir que à 9 ampères, on a le même échauffement. Donc au courant nominal du MPC4, on a le même échauffement que pour le courant nominal du MPC3, c'est-à-dire 25 K. Et la deuxième chose intéressante à voir, c'est qu'on a toujours cette relation de proportionnalité, donc comme on avait fait le calcul, c'est-à-dire que en fait, l'échauffement est toujours proportionnel au carré de l'intensité. Donc là, il y a un facteur qui est de 0,3 comme on l'a vu, mais c'est toujours proportionnel. Alors, si ça fonctionne comme ça, c'est parce que théoriquement, physiquement, il y a une raison. Donc en fait, comme on le disait, le connecteur est une résistance, donc il va se comporter, il va avoir un effet résistif. Donc en fait, quand on fait passer du courant, donc on va avoir une puissance dissipée qui est égale à R fois I au carré, et du coup l'échauffement va dépendre directement de cette puissance dissipée. Donc l'échauffement est égal à K R I au carré. Le K ici, ça va être la variation en fonction du design du connecteur, donc s'il peut plus ou moins dissiper. Et du coup, on a aussi le R, qui est la résistance de contact du connecteur. Mais ça démontre bien ce qu'on a déterminé pendant le test, c'est-à-dire que l'échauffement est bien proportionnel au carré du courant. Alors, si on continue un petit peu notre théorie, donc ce qu'on va pouvoir identifier comme formule, c'est que donc l'échauffement est égal à Kr fois le carré de l'intensité, donc à une intensité donnée. Et pour une autre intensité, du coup, l'échauffement sera toujours proportionnel avec le même Kr. Donc, si donc en faisant un petit peu de maths, finalement, on isole le Kr, on arrive à cette formule donc, qui est delta T1 sur delta T2 est approximativement égal au carré de l'intensité, donc au carré de l'intensité numéro 1 sur le carré de l'intensité numéro 2. Donc cette formule, donc on va la vérifier, mais elle est utilisable du coup pour déterminer et pour calculer l'échauffement quand vous changez de courant sur votre application. Donc par exemple, si sur un connecteur vous avez testé un échauffement donc de 20 degrés pour un courant de 10 ampères, avec cette formule, vous allez pouvoir prévoir l'échauffement avec une intensité de 20 ampères. Donc, avec une intensité de 20 ampères, donc on divise les carrés de l'intensité et on arrive donc du coup à 80 degrés. Cette formule, on l'a testée de manière plus approfondie avec un bornier et différentes intensités. Et là, on voit à chaque fois donc, la température mesurée et la température attendue. Et en fait, en utilisant simplement cette formule, on voit que la marge d'erreur est relativement faible, donc elle fonctionne bien.
Alors, avant d'aller plus loin sur l'échauffement, je voulais juste revenir sur le test. Donc, on a testé le MPC 3 et le MPC 4, donc, donc au-delà de leurs limites, donc avec des intensités beaucoup plus grandes. Donc, 3 fois, dans les deux cas, c'était 3 fois l'intensité nominale. Et pour pouvoir justement voir visuellement que le connecteur s'endommageait. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que sur nos datasheets, on limite seulement à 5 ampères et 9 ampères? Pourquoi est-ce qu'en termes de température, on met 105 alors qu'on a vu que ça commençait à fondre uniquement à 250 degrés? Alors, la première raison, c'est parce que même si visuellement on voit rien, les propriétés mécaniques et électriques des composants vont être modifiées si on dépasse une certaine température. Et en fait, les 105 degrés, donc c'est pas des températures qui sont données comme ça, elles sont données donc par rapport au Relative Thermal Index, donc le RTI, qui est déterminé par le standard UL 746b. Et en fait, c'est la température du plastique à laquelle les valeurs des caractéristiques électriques, mécaniques, thermiques sont divisées par 2 après 100 000 heures de fonctionnement. Donc, par exemple, pour le PA66, la température elle se situe entre 120 et 140 degrés. Et au-delà de ça, vous allez diminuer finalement la durée de vie du connecteur. Alors, il n'y a pas que le plastique qui va être diminué, il y a aussi, du coup, on va parler des contacts, notamment du plating, il y aura des risques d'oxydation. Parce que finalement, on va aussi avoir une dilatation et une contraction sur les contacts. On va avoir un changement de couleur de l'isolant possible. Et puis, en fait, on risque de perdre toutes ces caractéristiques mécaniques donc, sur le contact. Et du coup, on va aussi changer les dimensions du contact, possiblement, et augmenter la résistance de contact. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc, l'idée derrière ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la température qui est donnée de fonctionnement, c'est vraiment une température à ne pas dépasser parce que au-delà de ça, on ne garantit pas, même si le connecteur ne s'enflamme pas, on ne garantit pas finalement les caractéristiques techniques de notre connecteur. Alors, maintenant qu'on a vu qu'il fallait surtout pas dépasser ces 105 degrés, ça c'est non négociable. Qu'est-ce qu'on va faire avec le courant qui est indiqué sur notre datasheet et qu'est-ce qu'on peut en faire? Par exemple, si on regarde donc les borniers, certains borniers, donc ils ont une double certification. Ils ont une certification UL et VDE. Et là, on va pouvoir se rendre compte que le courant nominal n'est pas le même en fonction du standard. Pour l'UL, donc on est à 16 ampères et pour le VDE, on est à 24 ampères. Pardon. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le courant nominal et comment il faut l'utiliser? Alors, les standards, en fait, ont des différences en termes d'échauffement et tolèrent des échauffements qui sont différents. Si on regarde par exemple l'UL 1059, donc c'est le standard qui détermine donc l'échauffement pour, en fait, c'est le standard des borniers, donc des terminal blocks. Et lui, il autorise donc un échauffement sur les contacts des borniers de maximum 30 degrés. Par contre, si on va regarder donc le standard VDE 0.110.1 ou IEC 60.947.1, là, on va voir que l'échauffement maximal autorisé est de 45 K. Donc en fait, l'UL 1059 est plus contraignant que les standards VDE et IEC. Et comme il tolère du coup un échauffement plus faible, eh bien, on va être obligé de limiter l'intensité par rapport au VDE. Après, les standards VDE, ils fonctionnent très bien dans toutes les applications. Donc ça, c'est une histoire de sécurité par rapport aux standards. Donc ces deux standards vont concerner uniquement les borniers. On a un troisième standard qui est l'UL 1977, donc lui qui va concerner tous les autres connecteurs de notre gamme qui sont certifiés donc UL. Et donc ce que dit ce standard, c'est que la température du connecteur après échauffement finalement ne doit pas dépasser le RTI. Donc ça, c'est un petit peu vague. Nous, ce qu'on a, en plus du coup de cette contrainte-là, on a rajouté un test sur tous nos connecteurs, c'est qu'il n'y ait pas tous nos connecteurs autres que les borniers, c'est qu'il n'y ait pas un échauffement supérieur à 30 K par rapport au courant qu'on donne. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que si vous avez maintenant, en fait, grâce à ça, vous savez que par exemple pour un bornier donc avec une intensité selon l'UL de 10 ampères, vous savez que vous avez un échauffement maximal donc de
de 30 K. Et à partir de là, vous pouvez aussi utiliser votre formule et calculer d'autres échauffements. Alors, pour éviter que vous calculiez tous les échauffements et que vous puissiez adapter aussi votre courant en fonction de la température, donc chez Würth Électronique, donc on vous propose donc des courbes de de-rating. Donc on aura 2 courbes de de-rating standard en fonction donc soit de VDE, soit de l'UL pour l'ensemble de nos connecteurs. Comment ça marche? Donc on a mis les 4 températures maxi de toute notre gamme. Donc on va avoir soit 85, 105, 120, 125 et 130. Donc les 5 températures maximales. Et après on va mettre donc l'intensité en ordonnée non pas en ampères, mais en fonction du pourcentage du courant nominal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un connecteur UL, par exemple, avec un courant nominal donc de 10 ampères et une température max de 105 degrés? C'est-à-dire que, comme là, il y a un échauffement max selon l'UL de 30 degrés, et ben 30 degrés en dessous de 105, c'est-à-dire 75, il va falloir commencer à diminuer finalement le courant pour ne jamais dépasser la température max d'utilisation. Alors on va faire un petit exemple pour que vous compreniez bien comment utiliser ces courbes de de-rating. Je regarde juste l'heure qu'il est, c'est bon, on est bien. Il est 11h22. Donc par exemple, sur ce connecteur, donc c'est un connecteur carte à fil, donc il y a un courant nominal de 7 ampères et une température maximale de 105 degrés. Donc si on prend, donc ça c'est un connecteur qui est certifié uniquement UL. Si on prend donc notre courbe de de-rating UL, donc on va aller, donc on va se poser la question, par exemple, si je suis à 90, quelle est l'intensité max que je peux utiliser? Donc à 90, on va se trouver à ce niveau-là. Du coup, on va remonter jusqu'à la courbe. Et là, on va voir qu'il va falloir limiter donc, le courant nominal à 70%. Donc 70% de 7 ampères, ça fait 4,9 ampères. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour l'ensemble des connecteurs de notre gamme. Alors maintenant, je pense qu'on a vu théoriquement et pratiquement tout ce qu'il fallait voir pour comprendre à la fois le courant nominal, les températures et l'échauffement selon les données de notre catalogue. Maintenant, on va parler un petit peu donc, de dimensionnement donc, des câbles et puis de dissipation thermique autour du connecteur pour voir aussi comment ça se comporte. Donc déjà, les conducteurs, donc les câbles, donc ils vont aussi provoquer un échauffement quand vous faites passer du courant dedans. Et c'est pareil que les connecteurs, il y a différents standards qui vont définir les courants max et les échauffements. Donc on peut voir là à gauche le standard donc, pour les conducteurs en AWG, donc c'est le standard UL 486. J'ai mis les équivalences en millimètres carrés. Et on va voir donc ces standards-là, ils vont pas nous donner quel échauffement max on peut avoir, mais ils vont donner directement finalement le courant max à utiliser. Et donc là, on a l'IEC et le VDE. Et si on compare, par exemple, on va prendre des sections un peu équivalentes. Si on compare par exemple l'AWG16 qui a une section donc qui est équivalent à 1,3 mm² avec un conducteur donc de 1 mm², on va voir que par exemple, encore une fois, l'UL est plus contraignant parce que il autorise 10 ampères comme courant nominal, alors que l'IEC 13,5. Et si on regarde en 1 mm² en VDE, on peut aller jusqu'à 19 ampères. En fait, c'est encore une histoire d'échauffement et c'est le standard UL n'autorise pas un échauffement aussi important que, par exemple, le VDE. Alors, comme ces standards ne nous donnent pas l'échauffement des câbles, ils nous donnent juste les intensités max, on a fait des tests pour voir un peu comment se comportait l'échauffement dans un conducteur. Donc, on est parti donc, sur un conducteur donc, de 50 cm. On a mis des thermocouples directement sur les conducteurs et on a mesuré la température. Donc là, par exemple, c'est la photo thermique avec la caméra thermique, donc un 12 AWG et un courant donc de 20 ampères. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que l'échauffement donc sur des câbles, donc avec les intensités nominales des normes sur les câbles, provoque un échauffement beaucoup plus faible
que sur un connecteur. Nous, on parlait de 30 ou de 45 degrés. Sur un câble, on est plutôt entre 5 et 16 degrés. Après, ça dépend. Et en plus, ça dépend des sections de conducteurs. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus en détail donc, la dissipation thermique qu'on peut avoir autour du connecteur pour justement réduire aussi l'échauffement à l'intérieur du connecteur. Donc, la première dissipation thermique, elle est possible donc, grâce à la conduction. Donc, la conduction, c'est les échanges thermiques dans un élément solide. Donc, en fait, il n'y a pas de déplacement de matière, pardon. C'est l'énergie thermique qui passe en fait d'atome en atome. Et finalement, un connecteur, donc, il est directement relié donc, soit au conducteur en cuivre sur lequel il est branché, soit par exemple au via et aux pistes du PCB. Donc à ce niveau-là, il y aura une conduction. Il est aussi en contact avec de l'air, donc la convection, c'est les échanges thermiques avec les éléments donc, de gaz ou liquide. Et enfin, donc, on aura aussi des échanges thermiques grâce à la radiation. Alors, les échanges thermiques, ils vont dépendre donc, du courant, de la puissance dissipée, mais aussi en fonction donc, du temps. Donc l'idée, ça va être de voir quels échanges thermiques sont les plus rapides que d'autres pour pouvoir justement diminuer l'échauffement dans le connecteur. Alors, un premier paramètre qu'on a voulu tester, donc c'est la longueur de câble, voir comment la longueur de câble donc, connectée au connecteur pouvait finalement diminuer ou pas l'échauffement dans le connecteur. Donc on a fait des tests sur des longueurs donc, de 50 cm jusqu'à 2,5 cm. Donc on a mis des thermocouples dans le connecteur et puis on a regardé comment l'échauffement variait à l'intérieur de celui-ci. Donc les plus petites longueurs, donc c'est 2,5, et là si on compare rien que les deux photos, on peut voir que les câbles ont un échauffement beaucoup plus important à ce niveau-là. Donc c'est comme si finalement la conduction, donc la dissipation thermique était un peu saturée et que les câbles du coup ne pouvaient plus dissiper finalement l'énergie thermique du connecteur. Alors, si on analyse du coup les mesures qu'on a pu avoir grâce au thermocouple, donc sur ce connecteur donc testé à la même intensité et la même section de câble, on peut observer donc qu'entre 50 et 10 cm, on a à peu près le même échauffement dans le connecteur, mais qu'en dessous de 10 cm, en fait, l'échauffement augmente considérablement, parce qu'à 2,5, on passe quand même à 41,3, donc on est au-dessus des 30 K par exemple du standard UL. Et c'est pour ça que par exemple tous les tests qu'on a pu faire avant, ils étaient faits avec minimum, il y avait 20 cm de câble, parce que voilà, en fait, en dessous de 10 cm, le câble ne dissipe plus la chaleur à l'intérieur du connecteur. Donc 10 cm, c'est un peu une longueur à retenir si vous avez par exemple des problèmes d'échauffement. Un autre aspect qui peut permettre de plus ou moins dissiper thermiquement finalement la chaleur qui est à l'intérieur du connecteur, ça va être la section de conducteur. Donc en prenant donc le même connecteur avec la même intensité, donc c'est l'intensité préconisée pour initialement donc du 16 AWG, donc c'est du 10 ampères. Et pareil, on mesure donc l'échauffement à l'intérieur du connecteur. Et on a pris donc les longueurs optimisées, c'est-à-dire 10 cm. Ce qu'on peut observer, c'est que, donc en ne changeant pas, en gardant les mêmes longueurs, même courant, plus on augmentait donc la section, donc en millimètres carrés, on passe de 1,3 à 3,3, et bien finalement, on va faire diminuer donc l'échauffement à l'intérieur du connecteur. Donc tout ça, ça s'explique pour deux raisons. Donc d'une part, plus le conducteur est gros, plus il va dissiper de l'énergie thermique. Et en même temps, plus il est gros, moins il va aussi en produire lui-même parce qu'il va avoir une plus faible résistance de contact, une plus faible résistance tout court. Donc, ce qui est important, voilà, si vous voulez réduire finalement l'échauffement dans votre connecteur, eh ben, vous pouvez augmenter la section des conducteurs. Un autre aspect qui est important aussi pour la dissipation thermique, donc on a fait plusieurs tests pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc effectivement, les câbles vont pouvoir dissiper. Maintenant, on a fait des tests où on mettait tout ça dans une boîte. Donc on va réduire, on va dire, les échanges thermiques
avec notamment grâce à la convection. Donc on est parti sur un bornier donc, de 3 pôles, 20 ampères avec du 12 AWG et on a mis donc les thermocouples à l'intérieur du connecteur, pareil des longueurs de 10 centimètres. Et les seuls trous, ça va être ceux pour faire sortir finalement les câbles. Et donc là, ce qu'on observe, donc du coup, les échanges thermiques avec l'extérieur sont beaucoup plus lents. Du coup, on va avoir une montée en température. Il y a aussi le fait que la longueur de câble est à l'intérieur du boîtier. Du coup, elle va créer son propre réchauffement. Et donc là, on arrive à 73,2 degrés au lieu de 46 si ce même connecteur il était à l'extérieur du boîtier. On a fait ensuite des trous pour voir un petit peu si on pouvait diminuer cet échauffement. Donc là, on le diminue légèrement, mais c'est quand même pas énorme. On arrive donc à 67,4 au lieu de 73,2. Et puis donc finalement, la température comment dire, se régule plus rapidement que quand il n'y a pas du tout de trou. Ensuite, on a fait donc le test avec les trous, mais cette fois-ci, on a fait sortir la boucle à l'extérieur donc, du boîtier. Donc là, on a pu mettre en évidence le rôle du coup de dissipateur thermique des conducteurs, parce que finalement, on a quand même réduit jusqu'à 60, donc on a descendu à 60 degrés du coup la température à l'intérieur du connecteur. Et après, on a comparé donc là, c'est l'ensemble des résultats dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Tac. On a comparé du coup, excusez-moi, on a comparé par rapport à un dernier test, c'est-à-dire de prendre une boîte avec tous les câbles à l'intérieur, donc en boucle, comme on avait vu tout à l'heure, mais en réduisant donc simplement de 5 ampères l'intensité au lieu de 20. Et là, on voit que finalement, le fait de réduire l'intensité, c'est vraiment le facteur le plus important pour réduire l'échauffement. On repasse du coup à 46,8 degrés. Voilà. Donc, on a encore d'autres tests et on continue aussi à enrichir cette formation. On a d'autres tests de prévus. Donc pour aujourd'hui, c'était une session quand même relativement courte. Donc la session va être terminée maintenant. N'hésitez pas dans vos questions ou dans vos commentaires à nous donner des cas d'application, qu'on puisse aussi réfléchir à d'autres tests pour enrichir notre présentation. Et tout de suite, donc je laisse la place à mon collègue Alexandre pour les questions que vous pourriez poser durant une quinzaine de minutes. Donc Alexandre, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, je suis Alexandre et merci pour toutes ces informations, Étienne. Alors, je vais sélectionner deux questions parmi celles que j'ai reçues. Il y a beaucoup d'essais qui ont été faits avec tout un tas de câbles différents, avec une boîte, donc avec des couleurs différentes. Et les résultats sont donnés avec une caméra thermique. Et alors, la question, c'est, y a-t-il une influence de la couleur du câble par rapport à la température mesurée sur une caméra thermique? Alors, la réponse est non. On a très peu vu de différence. La plupart des essais, on les a fait avec une caméra thermique pour avoir un meilleur visu de la température et pour pouvoir faire la formation, évidemment. Mais on a mis à chaque fois des thermocouples dedans. Donc, on a vu, mesuré qu'il y avait un petit écart, 2 ou 3 degrés simplement, entre ce qu'on voit sur les caméras thermiques et la mesure du thermocouple, et ce, quelle que soit la couleur. Donc, si jamais vous avez des caméras thermiques, vous pouvez les utiliser à peu près sur toutes les couleurs, il y aura assez peu d'influence. Une autre question, c'est la courbe de dérating. Donc, on a vu qu'elle a été faite avec des terminal blocks, mais est-ce que cette courbe est valable vraiment sur tous les autres connecteurs? Alors, la réponse est clairement oui. Cette courbe est valable sur tous les connecteurs. Évidemment, on n'est pas à 1 millième de % d'erreur, mais la question n'est pas là dans vos applications et dans vos connecteurs, parce qu'évidemment, il y a des marges de sécurité. Donc, vous pouvez utiliser une seule et même courbe pour la totalité des produits de notre catalogue. Voilà, c'était les deux questions que j'avais aujourd'hui. Étienne, je te repasse la main et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Alexandre. Moi, je voulais juste rajouter pour rebondir sur ce que tu venais de dire. Donc effectivement, Vurt électronique, nous on prend des sécurités. Donc déjà, on a pris une sécurité en termes de température par rapport
au RTI, comme je vous l'avais dit, mais aussi par rapport aux échauffements. Si vous regardez, on a parlé de 25 K pour les standards qui déterminaient par exemple 30 K. Donc, comme le disait Alexandre, ces courbes, vous pouvez les utiliser en toute confiance. Elles sont testées avec des facteurs de sécurité suffisants. Voilà, donc la session donc questions est terminée. Si toutefois vous avez encore d'autres questions, donc n'hésitez pas à les envoyer sur isos-france@we-online.com. Et puis, on peut aussi organiser donc des sessions privées si vous avez des projets, si vous avez besoin d'informations plus précises sur l'ensemble de notre gamme. Vous pouvez nous contacter donc soit par l'adresse que je vous ai donnée, soit par l'intermédiaire de votre commercial. Et du coup, on peut vous faire des webinaires privés sans aucun problème. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous inscrire à nos sessions. Donc, nous avons décidé donc de prolonger un peu ces webinaires publics. Donc, il y a encore 2 semaines de prévues, donc la semaine prochaine et celle d'après, où vous aurez donc des nouvelles formations sur le même format. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, le webinaire va se terminer. Donc, pareil, n'oubliez pas de remplir le petit formulaire de satisfaction. Si vous avez loupé donc le début, vous pouvez le revoir en replay sur la même adresse à laquelle vous êtes inscrit. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur les suivantes. Donc, la prochaine, c'est vendredi. Voilà, et ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, moi, je vous retrouve donc dans 2 semaines, mercredi 11 h. À bientôt. Merci, au revoir.